Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans le vif du sujet. Les grilles en fer noir de la résidence pétrolière à table se dressaient telle une forteresse tandis que l'élégant SUV qui ramenait Amira Akonko de l'agence entrait dans le vaste complexe. Elle était assise, raide, sur la banquette arrière, les mains jointes sur ses genoux, le cœur battant la chamade, mêlé de peur et d'espoir. Son premier jour. L'air dans la voiture était froid à cause de la climatisation, mais des gouttes de sueur perlaient sur son front. Alors que la voiture s'arrêtait, un homme granté en uniforme gris lui ouvrit la portière. « Suivez-moi » dit-il sèchement, sans lui accorder un regard. Amira sortit prudemment, ses chaussures plates appuyant sur un carrelage impeccablement taillé, trop propre pour marcher dessus. Le manoir devant lui semblait tout droit sorti d'un magazine étranger, tout en colonnes de marbre, hautes fenêtres vitrées et balustrades en métal poli qui scintillaient sous le soleil. Le nom d'Atable Oil n'était pas seulement murmuré à Lagos, il résonnait. Tout le monde connaissait Chief Atable Oil, le magnate de l'immobilier au pouvoir tel qu'il pouvait faire taire les gouvernements. La tante d'Amira lui avait dit que c'était l'occasion de bien gagner sa vie et de faire profil bas. C'est précisément ce qu'elle avait l'intention de faire. À l'intérieur, le manoir était encore plus intimidant. Des lustres étincelants étaient suspendus au-dessus d'un carrelage blanc immaculé, et chaque recoin embaumait la richesse, non pas le parfum ou le vernis, mais la richesse, ce parfum invisible qui accompagnait le pouvoir et les privilèges. On la conduisit par un couloir latéral jusqu'au quartier des domestiques, où un groupe de domestiques interrompit leur tâche pour l'observer. Certains chuchotaient, d'autres l'évaluaient. Puis retentit le claquement sec des talons, annonçant l'arrivée de Tante Ronque, la responsable du personnel domestique. « Tu es la nouvelle » demanda-t-elle, les sourcils froncés en signe de désapprobation, tout en scrutant Amira de la tête aux pieds. « Oui, maman » répondit Amira en se redressant, la voix ferme et respectueuse. Tante Ronque ne sourit pas. « Vous êtes peut-être jolie, mais je vous préviens, ce n'est pas Nollywood. Pas de service d'esthétique. Pas de rencontres. Faites votre travail et restez invisible. Vous travaillez ici, vous n'y avez rien à faire. » Son ton était tranchant comme du verre. Amira hocha simplement la tête, ravalant la douleur de ses paroles. Elle avait entendu pire. Elle avait survécu à pire. Elle n'était pas là pour se faire des amis. Elle était là pour survivre. Le reste de la journée se transforma en un tourbillon d'orientation, de tâches de nettoyage et de regards silencieux des autres membres du personnel. La demeure était divisée en ailes, l'aile ouest était réservée à la famille, l'aile, en grande partie, abandonnée. Amira était chargée d'aider à l'entretien général des pièces à vivre et du jardin. Tandis qu'elle passait la serpillière et époussetait sous la supervision de Ngozi, une femme de ménage expérimentée, elle mémorisait chaque règle, chaque code tacite. Ne posez pas de questions. Ne fixez pas trop longtemps. Ne vous faites pas remarquer. Les adibles interagissaient à peine avec le personnel, mais leur présence était omniprésente dans les portraits de famille encadrés, la voix du chef adible hurlant des ordres lors des appels, et les murmures d'un fils invisible. « Il est rentré de l'étranger l'année dernière » avait murmuré Ngozi. « Il ne sort jamais. »« Pas bien, dit-on. » Amira hocha la tête mais ne dit rien. Elle avait ses propres fantômes. Cette nuit-là, allongée sur sa couchette attitrée dans les quartiers du personnel, elle fixait le plafond, le silence pesant autour d'elle. Elle se demandait si venir ici était une erreur ou le début de quelque chose de différent. Quoi qu'il en soit, le manoir l'avait englouti, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Une semaine passa, et Amira s'habitua au rythme du manoir. Elle apprit à se lever avant le soleil, à terminer ses corvées avant qu'on ne lui pose de questions et à parler bas. Le personnel se déplaçait comme des ombres, invisibles mais efficaces, répondant aux besoins opulents d'une famille qu'il voyait rarement. De temps en temps, elle apercevait le chef adible, toujours au téléphone ou entouré de ses associés. Son épouse, Lady Fink, était rarement à la maison, voyageant souvent entre Dubaï et Paris. Mais c'est l'évocation de leur fils, Damalola, qui a éveillé en elle une curiosité discrète. C'était le fantôme du manoir. Personne ne le voyait. Personne ne parlait ouvertement de lui. Pourtant, son nom flottait dans l'air comme un parfum, faible, persistant, impossible à ignorer. L'aile du manoir, où se trouvaient ses appartements, était interdite d'accès.
Cette partie de la maison ne te concerne pas. Avait prévenu tante Ronk lorsqu'Amira lui avait demandé un jour de nettoyer le couloir qui y menait. Restez à l'écart, sauf si vous souhaitez faire vos bagages. Mais un mardi matin, un changement d'horaire a provoqué une confusion. Ngozi, qui s'occupait habituellement de la cuisine, a dû partir à l'improviste. Amira reçut l'ordre d'aider à livrer du linge propre à la lingerie, qu'elle ignorait, dans le couloir menant à l'aile. Drap lié au bras, Amira arpenta le long couloir, ses pas résonnant sur le sol ciré. L'air se rafraîchit à mesure qu'elle avançait, et le silence était différent, pesant, pesant. En approchant de la lingerie, elle s'arrêta, remarquant une porte légèrement entr'ouverte. Contrairement aux autres portes parfaitement fermées, celle-ci s'ouvrait juste assez pour laisser entrevoir l'obscurité. Puis elle l'entendit, un bruit étouffé. Un gémissement, une toux. C'était faible, mais suffisant pour la figer sur place. Elle regarda dans le couloir, personne. Son pouce s'accéléra. Avait-elle le droit de l'ignorer? La prudence luttait contre sa conscience. Quelque chose clochait. Elle s'approcha, respirant à peine, et regarda par la porte ouverte. À l'intérieur, la pièce était faiblement éclairée par le soleil de l'après-midi filtrant à travers les rideaux. Ce qu'elle vit lui fit perdre la tête. Un jeune homme, peut-être proche de la trentaine, était étendu sur un lit luxueux, à moitié vêtu, le bras pendant vers le sol. Des flacons de pilules vides étaient éparpillés autour de lui. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait légèrement. Sa peau était pâle. Le corps d'Amira se mit en mouvement. Elle laissa tomber les draps et se précipita à l'intérieur, l'appelant par son nom. « Monsieur? Monsieur ?» Aucune réponse. Elle sortit en courant, criant à l'aide, d'une voix forte et paniquée. En quelques minutes, le manoir s'est embrasé. Tante Rock lui a crié dessus pour avoir désobéi aux ordres, mais sa voix a été couverte par le hurlement d'une ambulance qui arrivait. Tandis que les ambulanciers chassaient l'air inconscient, le personnel a regardé, sous le choc. Certains murmuraient une overdose, d'autres une tentative de suicide. Amira se tenait seule dans le couloir, les mains tremblantes. Elle ne le savait pas encore, mais cet instant, sa décision de franchir cette porte, avait tout changé. L'ambulance laissa un sillage silencieux en quittant le lotissement, ses sirènes n'étant plus qu'un souvenir. Amira resta immobile, sa poitrine se soulevant et s'abaissant comme si elle supportait le poids de ce qu'elle venait d'observer. Son esprit rejoua l'image de Damalola, respirant à peine, des pilules éparpillées autour de lui, son corps paraissant plus fragile qu'elle ne l'aurait jamais imaginé pour quelqu'un d'une telle puissance. Autour d'elle, le personnel du manoir marmonnait entre eux, le choc se lisant sur leurs visages. La voix de tante Rock trancha les murmures comme une lame. « Tu n'avais rien à faire dans ce couloir » siffla-t-elle en saisissant le bras d'Amira. « Tu veux être renvoyé à l'agence » Amira ouvrit la bouche pour s'expliquer, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle n'avait fait qu'écouter le son, mais elle craignait maintenant d'avoir mis les pieds dans quelque chose qui la dépassait de loin. Le soir, l'ambiance dans le manoir avait complètement changé. Le chef Adébowal revint furieux, donnant des ordres et exigeant la discrétion. « Pas un mot ne sort de cette maison » aboya-t-il à l'équipe rassemblée. « M'entendez-vous » Tous acquiescèrent en signe d'obéissance silencieuse, conscients des conséquences de la désobéissance face à un homme comme lui. Plus tard dans la nuit, Amira était assise dans sa couchette, encore tremblante. Le visage de Dami la hantait. Il n'avait pas l'air méchant ou gâté, il semblait perdu, brisé. Elle se demandait quelle douleur pouvait pousser une personne comme lui à un acte aussi désespéré. Personne ne lui raconta ce qui se passa ensuite. Personne ne lui dit s'il était dans un état stable ni où il avait été emmené. Elle entendit des bribes de nouvelles, clinique privée, médecin de Londres, il a eu de la chance qu'elle l'ait trouvé. La dernière phrase lui serra la poitrine. Chanceuse. Elle ne se sentait pas chanceuse. Elle était terrifiée. Dans les jours qui suivirent, Amira fut tenue éloignée de l'aile. Ses journées de ménage furent écourtées et ses interactions avec les autres devinrent tendues. Certains membres du personnel la regardaient différemment, comme si elle était maudite, ou pire, dangereuse. Tante Rock l'évitait, mais son silence était empreint de menace. Amira sentait le poids d'yeux invisibles sur elle partout où elle allait. Elle essayait de se concentrer sur son travail, mais ses pensées se tournaient souvent vers Dami. Était-il en bonne santé? Savait-il seulement que c'était elle qui l'avait trouvé? Était-ce important? Elle ignorait pourquoi cela lui importait, mais elle en faisait plus qu'elle n'aurait dû.
Quelque chose dans cette pièce avait bouleversé son âme. Damilola retourna au manoir sous des conditions strictes. Il ne devait pas être dérangé. Ses repas devaient être déposés devant sa porte. Aucun membre du personnel n'était autorisé à pénétrer dans les laits. Le chef Adébowal s'assurait que les règles étaient claires et que quiconque les enfreignait serait renvoyé immédiatement. Amira l'apprit lors d'une réunion d'urgence du personnel. Tandis que les autres murmuraient son retour, leurs voix empreintes à la fois de peur et de fascination, Amira resta silencieuse. Elle n'avait aucune intention d'enfreindre davantage les règles, mais son esprit restait troublé. L'image de lui, étendu sans défense, hantait encore ses nuits. Elle aurait aimé oublier, mais la vérité s'était ancrée dans son cœur. Dami n'était pas le fils arrogant du milliardaire qu'elle avait imaginé. Il était humain, et ça faisait mal. Les jours passaient, puis les semaines. L'aile demeurait étrangement silencieuse. Mais par un jeudi matin frais, Amira l'aperçut. Elle arrosait les plantes le long du couloir, près de l'entrée du jardin, lorsque la porte de l'aile s'ouvrit en grinçant. Dami émergea lentement, se protégeant les yeux du soleil comme s'il lui était étranger. Il paraissait plus mince qu'avant, et des cernes se dessinaient sous ses yeux. Mais c'était bien lui, vivant, ambulant, réel. Amira détourna rapidement le regard et fit mine de continuer son travail. Elle s'attendait à ce qu'il l'ignore, qu'il passe devant comme le font tous les riches. Mais quelque chose d'étrange se produisit. Il marqua une pause. Pendant une brève seconde, leurs regards se croisèrent. Aucun mot ne fut échangé. Un simple regard, un regard qui lui parut plus long que le temps lui-même. Puis il s'éloigna. Cette brève rencontre laissa Amira bouleversée. Non pas par peur, mais à cause de la lourdeur qu'elle lisait dans son regard. Il n'avait pas l'air en colère ni fier. Il semblait fatigué. Tellement fatigué. À partir de ce jour, elle remarqua qu'il sortait plus souvent, mais jamais accompagné. Parfois tôt le matin, parfois le soir. Et parfois, elle se retrouvait affectée à ces zones, toujours au bon moment. Ce n'était pas prévu, et pourtant leurs chemins se croisaient sans cesse. Aucun des deux ne parlait. Aucun des deux ne sourit. Mais quelque chose de non-dit subsistait entre eux. Une reconnaissance lente et silencieuse. Deux âmes portant des fardeaux qu'elles ne savaient pas partager. Tante-Ronque, sentant peut-être que quelque chose était en train de changer, a assigné Amira au jardinage. Officiellement, c'était parce que les plans de la serre étaient négligés. Mais Amira comprit que c'était un avertissement. Reste en retrait. Reste loin des ennuis. Pourtant, elle accueillait favorablement le changement. Les jardins étaient calmes, beaux et moins étouffants que les halls du manoir. Il lui offrait l'espace nécessaire pour respirer et réfléchir. Chaque matin, elle arrosait les orchidées, taillait les rosiers et prenait soin des lys. C'était thérapeutique, apaisant. Et de temps à autre, elle levait les yeux et trouvait d'amis à l'autre bout de la pelouse, parfois avec un livre, parfois marchant lentement. Toujours seule. Leur rencontre silencieuse continuait. Un hochement de tête par-ci, un regard furtif par-là. Mais quelque chose grandissait dans ces moments de silence, quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait encore nommer. Un après-midi, alors qu'elle coupait les feuilles mortes d'un hibiscus, Amira remarqua que Dami l'observait de loin. Elle essaya de se concentrer sur sa tâche, mais ses mains tremblaient légèrement. Finalement, il se retourna et s'éloigna, mais le poids de son regard la hantait. Elle n'imaginait rien. Il la remarqua. Pas comme les autres, pas comme une fille du quartier des domestiques. Il y avait quelque chose de différent dans son regard. Pas de jugement, pas de pitié, juste de la conscience. Pourtant, aucun mot n'avait été prononcé. Et c'était peut-être normal. Dami avait déjà manqué de mots auparavant. Ils avaient aussi trahi Amira, à sa manière. Mais dans le silence qui les unissait, une hésitation s'était amorcée. Une connexion s'était formée non pas à partir du bruit, mais grâce à la compréhension silencieuse de deux êtres qui avaient connu la souffrance. Aucun des deux ne savait ce qui allait suivre. Aucun des deux n'osait espérer plus. Mais dans ce vaste manoir froid, rempli de secrets, de trahisons et de pouvoir, une étincelle fragile s'était allumée, et elle refusait d'être ignorée. La révélation survint de manière inattendue, par une matinée calme, le ciel était couvert et le jardin sentait la pluie fraîche. Amira était en train de réarranger les herbes aromatiques près du banc de pierre lorsqu'elle entendit des pas approcher. Son cœur s'emballa. Elle n'eut pas besoin de lever les yeux pour savoir qui c'était. Dami avait une démarche silencieuse, mais qui changeait tout de même le monde lorsqu'il y pénétrait.
Elle garda les yeux fixés sur le plan de basilic qu'elle tenait à la main, faisant semblant de ne pas le remarquer. Mais cette fois, il ne passa pas à côté d'elle. Il s'arrêta, juste à côté d'elle. Elle sentit sa présence comme une vague s'écrasant sur une eau calme. « Pourquoi m'as-tu aidé ?» demanda-t-il d'une voix rauque à force de ne plus l'avoir utilisée. C'était la première fois qu'elle l'entendait parler, et il l'avait choisi. Elle leva les yeux, surprise, et son regard croisa le sien. Son expression était réservée, mais ses yeux exprimaient des questions. De la douleur. Culpabilité. Elle ne se précipita pas pour répondre. Après un souffle, elle répondit doucement, car personne d'autre ne le faisait. Les mots restèrent suspendus entre eux. Le regard de Dami se baissa, les épaules légèrement voûtées. L'espace d'un instant, il sembla qu'il allait en dire plus, mais il ne le fit pas. Il hocha simplement la tête, presque imperceptiblement, puis se retourna et s'éloigna. Mais Amira savait que quelque chose avait changé. La conversation dura moins d'une minute, mais elle résonna plus fort que tout le reste ce jour-là. Amira se surprit à y penser longtemps après son départ. Quelque chose dans son ton, une pointe d'incrédulité peut-être, lui disait qu'il n'avait pas l'habitude d'être vu. Pas vraiment. Pas pour ce qu'il était, au-delà du nom de famille et de la richesse. Et elle ne l'avait pas sauvé pour une raison noble. Elle l'avait sauvé parce qu'il était humain et qu'il avait besoin d'être sauvé. Ce soir-là, alors qu'elle pliait du linge dans les quartiers du personnel, elle se surprit à sourire faiblement. Juste une fois, une étincelle s'était transformée en une flamme vacillante. Et même si elle ne comprenait pas encore ce que cela signifiait, elle le sentait, le début de quelque chose qu'aucune d'elles n'avait anticipé. Le docteur Ifeoma Akin était le genre de femme qui entrait dans une pièce et apportait la clarté avec elle. Vêtue d'un simple pagne et de talons bas, elle n'était pas ce qu'on attendait d'une thérapeute de renom. Mais Dami lui faisait plus confiance qu'à la plupart des gens. Elle lui avait été assignée après sa tentative de suicide, mais elle était différente. Elle ne l'incitait pas et ne manifestait aucune pitié. Au contraire, elle l'écoutait et lui donnait l'impression d'être pris en compte. Lors de leur dernière séance, Dami avait mentionné Amira, non pas par son nom, mais avec suffisamment de détails pour qu'Ifeoma remarque un changement de ton. Elle n'avait pas crié. Elle n'avait pas posé de questions. Elle a juste aidé, dit-il. Le docteur Ifeoma se pencha légèrement en avant. On parle différemment d'elle. Continue à lui parler si ça t'aide à retrouver ta voix. La suggestion résonna dans l'esprit de Dami bien après la fin de la séance. Ailleurs dans le manoir, Tante Ronk aiguisait ses soupçons comme une lame. Elle avait remarqué les apparitions occasionnelles de Dami dans le jardin et la présence constante d'Amira. Elle n'appréciait pas du tout cela. Pour elle, le personnel et les maîtres avaient des rôles bien définis. Pas de croisement. Pas de confusion. Elle commença à charger Shuka de surveiller discrètement la situation. Shuka n'avait pas besoin d'être convaincu. Il avait toujours apprécié Amira de loin. L'avoir noué un lien avec Dami réveillait en lui une lueur sombre, pas vraiment de la jalousie, mais pas loin non plus. « Fais attention », lui dit-il un après-midi, essayant de paraître décontracté. « Ces gens-là ne nous voient pas comme nous les voyons. » Amira lui adressa un sourire poli, mais ses paroles la hantaient. Amira, de son côté, ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Dami ne lui avait pas adressé la parole depuis cette conversation, mais il y avait eu des regards. Des instants. Quelque chose de non dit. Elle le surprenait à l'observer pendant qu'elle travaillait, et même s'il ne disait rien, elle sentait sa présence persister. Ce n'était pas romantique, pas encore, mais c'était réel. Et étrange. Elle ne comprenait pas pourquoi quelqu'un de son monde la remarquerait. Mais soudain, elle se souvint de la tristesse dans ses yeux. Peut-être que la douleur les rendait égaux, d'une certaine manière. Peut-être était-elle simplement quelqu'un qui n'attendait rien de lui. Quoi qu'il en soit, cela grandissait en silence, et elle savait que cela ne pourrait pas rester caché éternellement. La véritable conversation suivante eut lieu par un après-midi pluvieux, alors que le ciel était gris et que le jardin était presque vide. Amira était restée après avoir soigné les fleurs et essuyé les bancs lorsque Dami arriva, un parapluie à la main. « Je n'aime pas les thérapeutes. » dit-il sans détour, la prenant au dépourvu. Elle cligna des yeux, incertaine de la réponse. « D'accord, répondit-elle, prudente. Mais j'aime te parler. » Ajouta-t-il. Ce silence s'installa de nouveau, lourd de sens. Puis, lentement, Dami s'assit à côté d'elle, ni trop près, ni trop loin non plus. Pour la première fois, le mur autour de lui se fissura. Il a parlé de la pression, des attentes,
de la froideur de son père. La honte qu'il ressentait de ne pas les avoir rencontrés. Ma mère est morte quand j'étais à l'université, dit-il doucement. Je ne suis pas revenu pour les funérailles. Je n'ai pas pu le supporter. Sa voix s'est légèrement brisée. Amira ne l'a pas interrompu. Elle écoutait simplement, laissant ses paroles s'exprimer sans jugement. Puis, lorsqu'il marquait une pause, elle partageait à son tour. Son père avait abandonné la famille quand elle avait 10 ans. Elle avait fait de petits boulots depuis l'âge de 15 ans. On l'avait toujours sous-estimée à cause de son physique, mais elle avait appris à garder la tête haute. Je sais ce que c'est que de se sentir invisible, disait-elle. Avoir l'impression que personne ne l'écoute vraiment. Ce moment dans le jardin a marqué le début d'une véritable connexion. Dami ne souriait pas encore, mais il semblait plus léger, ne serait-ce que l'espace d'un instant. Amira remarqua le changement et cela l'effraya. Elle n'était pas venue ici pour se faire des amis, et encore moins pour s'imprégner de l'atmosphère du manoir. Mais il était trop tard pour faire comme si de rien n'était. Il y avait un lien, forgé de blessures et nourri d'une compréhension sereine. Aucun d'eux ne l'avait souhaité, mais il était là, il se renforçait de jour en jour. Dans une maison aussi vaste que le manoir à Taboile, les ragots allaient plus vite que la lumière. Tout a commencé par des murmures dans la buanderie, puis des rires dans la cuisine. Avez-vous remarqué comme Oga Dami apparaît toujours quand Amira travaille dans le jardin? Murmura une femme de ménage. Ce n'est pas normal. Ajouta une autre. Elle devait utiliser du jazz. À la fin de la semaine, les rumeurs étaient parvenues aux oreilles de Tante Rogue, et elle était furieuse. Non seulement à cause du scandale que cela risquait de provoquer, mais parce que cela confirmait ses craintes, les limites étaient franchies. Elle convoqua Amira dans son bureau et ferma la porte derrière elle. Tu crois que parce qu'il t'a parlé une fois, tu es spécial maintenant? Tante Rogue ricana, les bras croix. Amira se redressa, mais ne dit rien. Je te rappelle que tu es une aide précieuse. Tu n'es pas là pour être vu, et encore moins pour être entendu dans les affaires familiales. Ces mots étaient durs, mais Amira ne broncha pas. Je n'ai rien demandé de tout ça, dit-elle doucement. Il me parle. C'est tout. Les yeux de la vieille femme se plissèrent. Il valait mieux que ça reste comme ça. Un faux pas, et tu te retrouveras à la rue. L'avertissement était clair. Les limites avaient été fixées. Pendant ce temps, le chef Adabowel commençait à remarquer des changements dans le comportement de son fils. Dami quittait sa chambre plus souvent, mangeait de petites portions et participait même occasionnellement aux discussions familiales. À première vue, cela semblait être un progrès. Mais lorsqu'un jeune membre du personnel fit allusion à l'influence d'Amira, le regard du chef s'assombrit. Il n'aimait rien, ni personne, qui puisse distraire son fils de l'empire dont il était censé hériter. Découvre ce que veut cette fille, ordonna-t-il froidement à Ron. Et si c'est source d'ennui, retire-la. La tension autour du manoir s'intensifia, comme une tempête qui se préparait. Amira s'était aventurée dans des eaux dangereuses, et la marée montait. La confrontation eut lieu un dimanche soir, lors d'un dîner dans la salle à manger officielle. Le chef Adabowel évoqua une réunion d'affaires prévue à laquelle Dami devait assister. « Il est temps que tu prennes les choses en main, » dit-il. « Nous avons suffisamment attendu ta guérison. » Dami, inhabituellement calme, regarda son père et répondit. « J'y vais. Mais je ne vais pas couper les ponts avec ceux qui m'ont aidé à guérir. » Le silence s'installa dans la salle. « Quelle personne ?» demanda le chef, déjà au courant. « La fille du jardin ?» Sa voix était pleine de dédain. « Damiani Brancapa. Elle s'appelle Amira. Et oui, elle m'a aidé. Plus que toi. » Le silence qui suivit fut étouffant. Le visage du chef Adabowel se durcit. « Tu préférerais une servante à ta famille ?» exigea-t-il. Dami se leva lentement, l'air indéchiffrable. « Je ne choisis personne. J'en ai juste assez de te laisser décider qui j'ai le droit d'apprécier. » Puis il quitta la table. La maisonnée était ébranlée. Pour la première fois depuis des années, Dami avait résisté. Il avait tracé une ligne. Et même s'il se sentait incertain par la suite, il ressentait aussi un étrange sentiment de liberté. Amira l'apprit plus tard par Shuka, qui semblait plus irrité que ravi. « Tu crées des problèmes, murmura-t-il. Et tu ne t'en rends même pas compte. » Amira se sentait tiraillée. Elle n'avait pas demandé à Dami de la défendre. Elle ne voulait pas être la cause de sa dispute avec sa famille. Mais une part d'elle était fière, non pas de ce qu'il avait dit, mais de le voir enfin se défendre. Elle savait ce que cela impliquait. Les cicatrices à ignorer. La peur à ravaler.
Et au fond d'elle, elle réalisait autre chose. Ce n'était plus seulement une question d'elle. Ça n'avait jamais été le cas. Dami changeait, lentement, courageusement, et elle avait en quelque sorte pris part à ce voyage, qu'elle y fût prête ou non. Le soleil était bas dans le ciel lorsqu'Amira termina sa routine du soir dans le jardin, s'époussetant les mains et se préparant à rentrer. Elle ne s'attendait pas à voir quelqu'un, mais Dami apparut, les mains dans les poches, le pas hésitant. Il y avait de l'inquiétude dans son regard, comme s'il s'était retenu trop longtemps. « Je ne peux pas continuer à faire comme si tu n'étais pas important, » dit-il brusquement. Amira se figea, incertaine d'avoir bien compris. « Tu n'es pas comme les autres. Tu me vois, moi qui ne suis pas obsédé par l'argent ni par les attentes. Tu m'as vu au plus bas, et tu n'as pas fui. » Ces mots la frappèrent avec une force silencieuse. Elle voulut répondre, mais elle ne savait pas comment retenir ses paroles sans trembler. Elle le regarda, les lèvres entr'ouvertes, comme prises entre la protestation et l'éventualité. « Dami, je suis femme de ménage, » murmura-t-elle enfin. « Tu es l'héritière de l'un des plus grands empires de Lagos. Que pourrais-je bien être pour toi en dehors de ce jardin ?» Mais Dami s'approcha, non pas avec arrogance, mais avec vulnérabilité. « Tu es déjà quelque chose pour moi. Peu m'importe ce qu'ils pensent. Je ne me sens vivante que lorsque tu es près d'elle. » Le cœur d'Amira battait la chamade. Elle voulait le croire. Elle l'a vraiment fait. Mais la peur d'être utilisée, rejetée, humiliée persistait. « Ce n'est pas un conte de fées, » dit-elle doucement. « Je ne peux pas me permettre de tomber amoureuse d'un homme qui vit dans un monde conçu pour exclure les femmes comme moi. » Mais Dami ne lui laissa pas le temps de reculer. Il tendit la main et la toucha doucement. Comme elle ne s'écartait pas, il se pencha et l'embrassa. Son baiser était doux, hésitant et spontané, plus sincère que passionné. Le monde sembla s'arrêter autour d'eux, l'espace d'un instant. Lorsqu'ils se séparèrent, aucun des deux ne parla. Il y avait trop à dire, et pourtant rien qui ne détruirait tout ce qu'ils avaient construit. Amira s'éloigna, son cœur battant à ses oreilles, incertaine de savoir si elle venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie, ou si elle avait fait le premier pas vers quelque chose de réel. La nouvelle se répandit rapidement dans le manoir. Ce ne fut pas le baiser lui-même qui rompit le silence, mais le changement, la légèreté de Dami, le sourire d'Amira quand personne ne la regardait. Les murs avaient des yeux, et bientôt Tante déferla dans les couloirs, sa rage à peine contenue. Elle n'attendit pas de preuves et confronta Amira devant les autres membres du personnel, d'une voix forte et tranchante. « Alors, c'est comme ça qu'on remercie cette maison ?» En séduisant l'air, Amira resta figée, gênée et acculée. Elle voulait s'expliquer, mais la honte la brûlait trop. Avant même qu'elle puisse dire un mot, elle fut suspendue de ses fonctions et sommée de quitter le manoir le soir même. À son retour, Dami trouva le chaos. Lorsqu'il apprit ce qui s'était passé, il sentit l'engourdissement revenir dans sa poitrine. Son père en avait entendu parler aussi. « C'est exactement ce dont je t'avais prévenu, » dit le chef à Taboile d'un ton sévère. « Cette fille est indigne de toi. Elle va te ruiner, et je ne le permettrai pas. » Dami essaya de protester, mais son père le repoussa d'un signe de la main. Le poids de la désapprobation, le silence et la culpabilité ont repoussé Dami. Il a cessé de venir au jardin. Il a refusé la thérapie. Il mangeait à peine. C'était comme si l'absence d'Amira avait arraché le fragile espoir de son monde, le laissant à nouveau vide. Pendant ce temps, Amira emballait ses rares affaires et quittait le manoir avec des larmes qu'elle ne laissait voir à personne. Elle retourna dans son modeste studio, dans un quartier calme, sans savoir quoi faire. Tout lui semblait irréel. Quelques jours auparavant, elle trouvait du réconfort dans des moments de calme et des regards tendres. Elle était désormais chassée comme une voleuse. Les paroles de tante Rogue résonnaient à ses oreilles, cruelles et inoubliables. Mais ce qui la faisait le plus souffrir, c'était de ne pas avoir de nouvelles de Dami. Pas d'appel, pas de message, rien. Elle se dit que c'était mieux ainsi. La frontière entre eux avait toujours été fragile. Peut-être que la vie lui rappelait sa véritable place. Les jours passèrent lentement pour Amira, chacun calme et lourd. Elle reprit une routine plus simple, faire le ménage à temps partiel pour une école voisine, aller chercher de l'eau le matin et préparer de petits repas. Mais malgré tous ses efforts, elle ne parvenait pas à cesser de penser à Dami. Elle se demandait s'il allait bien, s'il était retourné dans l'obscurité. Un matin, alors qu'elle balayait le devant de sa propriété, un inconnu s'approcha d'elle. Un jeune homme en chemise, tenant un téléphone et un bloc-notes.
Mademoiselle Amira Okonkwo, demanda-t-il. Je suis journaliste. Je suis la famille Atabwell et je sais que vous étiez proche de Dami. Je veux savoir ce qui s'est réellement passé. Amira écarquilla les yeux. Je n'ai rien à dire, dit-elle rapidement, reculant déjà vers sa porte. S'il vous plaît, ne revenez pas ici. L'homme n'insista pas, mais en partant, elle réalisa à quel point l'attention pouvait devenir dangereuse. Les secrets ne restaient pas cachés bien longtemps, surtout quand il s'agissait d'argent et de réputation. Elle craignait que le simple fait d'être associée à Dami ne l'entraîne dans quelque chose de plus grave qu'un chagrin d'amour. Ce soir-là, elle s'assit sur son lit, les genoux serrés. Elle avait cru pouvoir retourner à sa vie tranquille, mais le passé la poursuivait désormais comme une fumée. Au manoir, Dami était à nouveau en pleine crise. Le docteur Ifeoma est venu la voir après avoir été appelé par le chef cuisinier qui avait remarqué que Dami avait arrêté de manger. « Tu l'as repoussé » dit doucement le thérapeute. « Et maintenant, tu te punis encore. » Dami ne répondit pas. « I'll fix simplement le soul. » Tu veux qu'elle pense qu'elle ne signifiait rien? Qu'elle n'était qu'une servante parmi d'autres avec qui tu jouais? Ces mots ont touché une corde sensible. Ce soir-là, il se tenait à sa fenêtre, téléphone à la main, hésitant à l'appeler. Il ne l'a pas fait. Mais le lendemain matin, il prit une décision. Pas son texto. Pas un message. Il allait la voir en personne. Pas de sécurité. Pas de voiture de luxe. Juste lui et la vérité. Amira était assise sur les marches de sa propriété, pelant des oranges pour les vendre à l'épicerie du coin, lorsqu'elle le vit. Au début, elle crut que c'était son imagination. Dami, en jean et simple t-shirt noir, complètement décalé dans son monde. Mais c'était lui, marchant lentement vers elle, les yeux rivés sur les siens. Son cœur s'arrêta. Elle se leva, s'essuyant les mains sur son emballage, ne sachant que dire. « Tu es venu » murmura-t-elle. « Je ne savais pas si tu viendrais. » I'll acquiesca. J'aurais dû venir plus tôt. J'avais peur d'avoir tout gâché. Ils s'assirent côte à côte sur les marches, le silence entre eux étant désormais réconfortant, au lieu d'être gênant. Dami commença à parler, honnêtement, sans filtre. Il lui raconta sa dispute avec son père, la dépression qui le rongeait, la culpabilité qu'il ressentait. « Je me suis renfermé, parce que c'est tout ce que j'ai toujours su faire, » dit-il. « Mais je ne veux plus être cet homme. » Amira écouta attentivement, puis partagea sa propre douleur. « Je commençais à croire à nouveau en quelque chose, en quelqu'un, » dit-elle doucement. « Et puis, dès que les choses se sont compliquées, j'ai eu l'impression d'être jeté au loin. Leur honnêteté a comblé le fossé qui les séparait. Quand Dami lui a pris la main, elle ne l'a pas retirée. « Je ne demande pas de promesse, » a-t-il dit. « Juste une chance de faire les choses correctement. Pas en secret. Pas de honte. Juste toi et moi, en train de comprendre. » Amira hocha lentement la tête. Sa vie lui avait appris à ne pas faire confiance facilement, mais son cœur lui murmurait autre chose. Peut-être, juste peut-être, que certaines choses brisées étaient faites pour être réparées. Pas parfaitement, mais magnifiquement. Et peut-être que l'amour n'était pas forcément un fantasme, pas quand il prenait racine dans quelque chose d'aussi brut, d'aussi humain et d'aussi vrai. Le retour de Dami au manoir, plein d'assurance, ne passa pas inaperçu, surtout auprès du chef Atabwal. Lorsque le patriarche convoqua son fils dans son bureau, l'atmosphère de la pièce était déjà chargée de désapprobation. Les murs étaient tapissés de certificats, de portraits de famille et de récompenses, témoignage d'un héritage que Dami était né pour défendre. Mais Dami n'était plus ce garçon. Et lorsqu'il entra, son père ne leva même pas les yeux de son bureau. « C'est donc vrai » dit froidement le chef Atabwal, croisant enfin son regard. « Tu es parti chercher la fille. » Dami ne dit rien au début. « Et Newtaldenir. Elle s'appelle Amira » dit-il fermement. « Et oui, je suis allé la voir. Il le fallait. Son père s'est moqué. Tu as dû jeter notre nom aux oubliettes, voilà ce que tu as dû faire. Tu te rends compte de ce que signifie être un Atabwal? Quels sacrifices ont été faits pour que tu puisses occuper cette position que tu considères comme acquise? » Les mains de Dami se crispèrent. La vieille culpabilité refit surface, mais il la ravala. « Je n'ai jamais demandé cette vie, » répondit-il. « Tu me l'as donnée et tu t'attendais à ce que je m'y noie sans me plaindre. Mais j'ai failli mourir, papa. J'ai essayé. Et même là, tout ce qui comptait, c'était les gros titres. Sa voix s'est légèrement brisée, mais il n'a pas cédé. Amira se fichait de mon nom. Elle ne voyait pas ma valeur dans mon nom de famille ou mon argent. Elle me voyait.
Et tu la détestes à cause de ça. Parce qu'elle te rappelle que l'amour peut exister hors de ton contrôle. La pièce devint insupportablement silencieuse. Le chef à taboile le fixa, l'air indéchiffrable. Si tu continues à voir cette fille, je te couperai les vivres. Tous les fonds fiduciaires, tous les héritages, tous les noms d'entreprises, disparus, menaça-t-il. Dami prit une longue inspiration. Puis il m'interrompit. Mais je ne quitterai pas la seule personne qui m'a jamais fait sentir humaine. Après cette confrontation, Dami ne retourna pas dans sa chambre. Il quitta la maison pendant des heures, arpentant les rues de la ville jusqu'à ce que les lumières se transforment en halo. La confrontation l'avait épuisé, mais lui avait aussi donné une étrange lucidité. Il a appelé le docteur Ifeoma et lui a tout raconté. « Tu as fait ce que la plupart des gens ne font jamais », lui a-t-elle dit au téléphone. « Tu as préféré la guérison au confort. C'est ça, grandir, Dami. Mais c'est aussi douloureux. » Dami hocha la tête, même si elle ne le voyait pas. « Je ne veux pas tout perdre. » La voix du docteur Ifeoma était douce. « Peut-être que vous ne perdrez pas tout. Peut-être que, pour la première fois, vous construisez enfin quelque chose de concret. » Les photos ont fait leur apparition sur les blogs 2 jours plus tard. Granuleuse, mais reconnaissable entre mille, Dami dans un miroir, assis sur les marches de sa propriété, sa main dans la sienne. En quelques heures, les réseaux sociaux ont déferlé sur les médias sociaux. Un héritier milliardaire aperçu dans un bidonville avec sa petite amie, la femme de ménage. Dami à taboile est-il en train de gâcher son héritage par amour? Les commentaires étaient virulents. Certains accusaient Amira d'utiliser des charmes. D'autres la qualifiaient de chercheuse d'or. Beaucoup se moquaient de la faiblesse de Dami et réclamaient son internement. Internet était impitoyable. En quelques heures, le petit quartier d'Amira est devenu la cible des médias. Des équipes de tournage rôdaient, des inconnus posaient des questions indiscrètes et les voisins s'éloignaient. Amira pouvait à peine mettre le pied dehors sans se sentir comme une proie. Elle prépara un petit sac et s'éclipsa discrètement, laissant derrière elle le petit coin de paix qu'elle avait tenté de reconstruire. Dami, quant à lui, refusait de se taire. En lisant les gros titres, sa poitrine se serra de colère, non seulement pour lui-même, mais aussi pour ce qu'il lui faisait subir. Il a contacté l'équipe de relations publiques de sa famille et leur a demandé de ne publier aucune déclaration. Puis, sans autorisation, il a publié une vidéo sur ses comptes de réseaux sociaux vérifiés. Assis en simple chemise blanche, sans filtre, sans retouche, juste lui, brut et vulnérable. J'ai vu les messages. J'ai entendu les insultes, a-t-il commencé. Et pour une fois, je ne laisserai personne parler à ma place. Il a parlé de sa dépression, de sa tentative de suicide, de la pression de l'héritage, surtout, de la façon dont Amira lui a sauvé la vie. Elle n'est pas une chercheuse d'or. Elle n'est pas la méchante. C'est grâce à elle que je suis encore là aujourd'hui. La vidéo est devenue virale en quelques minutes. La réaction a changé. Si certains continuaient de l'insulter, beaucoup étaient émus. Les influenceurs ont salué son honnêteté. Les défenseurs de la santé mentale ont salué son courage. Des célébrités ont repartagé la vidéo. Et quelque part, cachée dans un appartement tranquille prêté par un voisin bienveillant, Amira a regardé la vidéo les larmes aux yeux. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il la défende, pas comme ça, pas devant le monde entier. Il l'avait choisie publiquement, même au péril de sa vie. Et quelque chose en elle, jusque-là gelée, commença à se dégeler. Peut-être que ce n'était pas un fantasme. Peut-être qu'un amour pareil, chaotique, compliqué, mais réel, était possible après tout. L'invitation venait d'une ONG locale connue pour sa défense de la santé mentale au Nigeria. Ils avaient vu la vidéo de Dami et l'avaient contacté pour l'inviter à intervenir lors de leur prochaine table ronde à Lagos. C'était une étape importante, pour laquelle Dami n'était pas sûr d'être prêt. Mais, encouragé par le docteur Ifeoma, il a accepté. « Tu as déjà commencé quelque chose, Dami, dit-elle. C'est l'occasion de continuer. » L'événement s'est tenu dans une modeste salle universitaire, remplie d'étudiants, de survivants, de professionnels et de journalistes. Lorsque Dami monta sur scène, micro en main, la salle se tut. Il prit une inspiration et commença, lentement, avec franchise. Il ne parlait pas en fils de milliardaire, mais en homme qui avait lutté contre les ténèbres et qui apprenait encore à trouver la lumière. Il a parlé de la nuit où un miroir l'a trouvé. Les pilules. Le silence. Comme il l'avait souhaité, tout se terminerait comme ça.
Je ne pensais pas que quiconque se soucierait de ma disparition, dit-il d'une voix basse mais assurée. Mais quelqu'un, si. Une inconnue. Une fille que la société jugeait indigne de moi. Elle m'a sauvé la vie par sa seule gentillesse. La foule est tight, captivée. Dami poursuivit, évoquant la culture du silence autour de la santé mentale et des foyers africains, la pression exercée sur les hommes pour qu'ils restent stoïques, la peur de demander de l'aide. La force ne réside pas dans le fait de faire semblant d'aller bien. Il s'agit d'admettre ce qui ne l'est pas, a-t-il dit. À la fin de son discours, la salle a éclaté en applaudissements. Certains ont pleuré. D'autres se levèrent. C'était plus qu'un simple discours, c'était un moment. Dans l'ombre au fond de la salle, un miroir observait. Elle était venue discrètement, sans rien lui dire, juste pour voir. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, mais ce qu'elle vit la bouleversa au-delà des mots. Dami, debout dans la lumière, non pas comme le garçon brisé qu'elle avait trouvé dans une pièce fermée à clé, mais comme un homme qui s'était battu pour devenir entier. Son cœur se gonfla de fierté et de quelque chose d'autre, de plus profond. Elle réalisa alors que ce voyage n'était pas seulement le sien, c'était le leur. Et quoi qu'il advienne, elle ne fuirait plus. Elle resterait à ses côtés, non pas comme une gouvernante, ni comme un secret, mais comme quelqu'un qui l'avait aidé à trouver sa voie, et qui était maintenant prêt à trouver la sienne aussi. La nouvelle de la maladie soudaine du chef à Taboal se répandit dans le manoir comme une traînée de poudre. Tout a commencé par des conversations chuchotées au sein du personnel, puis s'est propagé à mesure que ses associés reportaient leur réunion et que sa famille arrivait discrètement de l'extérieur. Il s'était effondré lors d'une présentation au conseil d'administration, une vive douleur à la poitrine et un vertige l'ayant contraint à s'asseoir. Les médecins ont diagnostiqué une légère crise cardiaque, provoquée par le stress et le surmenage. Pour la première fois de sa vie, Dami avait l'air petit, non pas physiquement, mais physiquement. L'homme qui lui avait toujours semblé invincible était désormais confiné dans un lit d'hôpital, vêtu d'une blouse bleue pâle et surveillé par des machines. Dami lui rendit visite le deuxième jour, restant devant la porte plus longtemps que nécessaire avant d'entrer enfin. La pièce sentait l'antiseptique et la résignation. Son père se tourna vers lui, le regard fatigué, et resta silencieux un long moment. Dami tira une chaise, l'air entre eux chargé d'histoire. « Je ne suis pas là pour te dire que je te l'avais bien dit, » commença-t-il. « Je ne voulais juste pas que ça se termine comme ça, avec un silence entre nous. » Son père le regarda, le visage tiré, mais sans sa vieille fierté. « Tu as toujours été différente, » admit-il doucement. « Tu avais le cœur de ta mère. Je n'ai jamais su quoi en faire. » Dami cligna des yeux, surpris par la douceur soudaine de son ton. « Tout ce que je voulais, c'était que tu me voies, non pas comme un héritier, mais comme ton fils. » Le chef expira lentement, la douleur, physique et émotionnelle, visible dans ses yeux. « Je ne savais pas comment. Tout ce que j'ai construit, je l'ai fait par peur. La peur de perdre. La peur d'être faible. » Un long silence s'écoula avant qu'il ajoute. « Tu avais raison, à propos d'Amira. À propos du besoin de plus que du pouvoir. » C'était la chose la plus proche d'excuse que Dami ait jamais entendue de la part de son père. Et pour la première fois, c'était suffisant. Plus tard dans la soirée, après sa sortie de l'hôpital, Dami appela Amira. Il n'avait pas besoin d'en dire beaucoup. Elle était déjà au courant. « Ce n'est pas l'homme que j'espérais qu'il devienne, » dit doucement Dami au téléphone. Mais pour une fois, il m'a rejoint à mi-chemin. Amira est restée silencieuse quelques secondes. Puis elle a dit, « C'est tout ce qu'on peut demander à ceux qui nous font du mal, pas la perfection, juste des efforts. » Sa voix était calme, forte et familière. Dami sentit le poids dans sa poitrine se relâcher. Il n'était pas parfait non plus, mais ils s'étaient tous deux battus pour être meilleurs, pour être honnêtes et pour aimer dans un monde qui rendait les choses si difficiles. Et finalement, ce combat avait fait toute la différence. La demande en mariage n'avait rien de grandiose. Pas de photographe, pas de hashtag viraux, pas de révélations spectaculaires. Ils étaient seuls tous les deux, assis sur un banc en bois sous un jacaranda, dans le jardin même où tout avait commencé. Les fleurs autour d'eux étaient en fleurs, symbole discret de croissance, de renaissance et de changement des saisons. Dami fouilla dans sa poche et en sortit une modeste bague. Ce n'était pas incrusté de diamants ni tape à accent grave-l'œil. C'était simple, avec une inscription à l'intérieur, « Nous avons survécu ». Il ne s'est pas agenouillé. Il n'en avait pas besoin. Au lieu de cela, il lui tendit la bague d'une voix ferme mais tendre. « Je n'ai pas besoin d'un mariage tout de suite.
Je n'ai besoin de rien de ta part, accent grave l'œil. J'ai juste besoin de toi. Comme partenaire. Ma paix. Mon avenir. Amira fixait la bague, l'émotion lui montant à la poitrine. Elle avait pensé à ce moment tant de fois, non pas aux détails, mais aux sentiments. La sécurité. La clarté. Être désirée non pas pour ce qu'elle a fait, mais pour ce qu'elle était. Oui, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Mais allons-y doucement. Je veux bien faire les choses. Dami hocha la tête, souriant avec compréhension. Lentement, ça me semble parfait. Ils ne se sont pas précipités pour faire des annonces ou fixer des dates. Ils se sont plutôt attachés à fusionner leurs univers, non pas par des événements fastueux, mais par des routines partagées, des dîners tranquilles et des conversations franches. Amira est restée les pieds sur terre, visitant son quartier, aidant les enfants qu'elle avait autrefois éduqués. Dami, désormais plus libre émotionnellement que jamais, continua de travailler avec le docteur Ifeoma et réintégra progressivement le monde des affaires, mais à ses propres conditions. Pour la première fois de leur vie, ils créaient quelque chose de nouveau, quelque chose que ni l'argent ni le statut ne pouvaient dicter. Le personnel du manoir, autrefois sceptique et distant, commença à s'adapter. Tante Rank, bien que toujours sévère, s'adoucit. Elle ne le dit jamais à voix haute, mais commença à s'adresser à Amira avec plus de respect. Shuka trouva un autre travail, et si son départ fut doux amer, il partit sans rancune. Lentement, le manoir cessa d'être un lieu de peur et de distance. Les rires revinrent dans les couloirs. Une douce musique résonna le matin. Et dans le jardin où la rupture avait réuni deux êtres, l'amour s'épanouissait désormais. Brut, imparfait et d'une beauté absolue. Un an plus tard, le manoir ouvrait ses portes à un nouveau type d'invités. Non pas des politiciens ou des magnats du pétrole, mais des jeunes en difficulté mentale, des survivants de traumatismes et des travailleurs sociaux aspirant à changer les choses. Dans l'aile ouest, ce qui était autrefois une salle de conférence était désormais le siège de la Fondation Okonkwo pour la santé mentale et la guérison. C'est une initiative commune de Dami et Amira, née de la douleur et renaissante grâce à un but. Elles ont engagé des conseillers, des thérapeutes et des bénévoles. Elles ont organisé des cercles de guérison, des ateliers et des retraites de calme pour ceux qui se sentaient ignorés et invisibles. Dami est devenu un symbole de résilience, non seulement au Nigeria, mais dans toute l'Afrique. Sa voix résonnait dans les écoles, les émissions de télévision et les stations de radio. Amira, qui ne recherchait pas la vedette, travaillait en coulisses, concevant des programmes, encadrant des filles issues de communautés défavorisées et leur rappelant que la survie est une question de pouvoir. Le manoir, autrefois une cage de silence et de secret, était désormais empreint de compassion et de couleur. Même le chef des huiles alimentaires, semi-retraité et en convalescence progressive, trouvait la paix dans ces changements. On le voyait souvent assis au bord du jardin, discutant avec des jeunes hommes qui lui rappelaient son fils, des garçons qui s'efforçaient d'être forts dans un monde qui ne leur apprenait pas la douceur. Le personnel agissait avec détermination, fier de participer à une œuvre significative. La frontière entre serviteurs et maîtres s'estompait, non pas par égalité forcée, mais par un véritable lien humain. Amira ne portait plus d'uniforme. Elle portait la confiance, la sagesse et l'amour comme une seconde peau. Un soir, alors que Dami et Amira se tenaient au bord du jardin, regardant le soleil se coucher derrière les hauts murs du domaine, Dami se tourna vers elle avec un petit sourire. « Te souviens-tu du premier jour où je t'ai vu ici ?» Elle hocha la tête. « Tu n'as pas dit un mot. Tu as juste regardé les plantes comme si elles te murmuraient des secrets. » Il a ri doucement. « Il l'était, me taquina-t-elle. Ils m'ont dit que tu n'étais pas aussi effrayant que tu en avais l'air. » Leur rire se mêlait à la brise. Il n'y avait pas de fin parfaite, seulement des débuts courageux. Et tandis qu'ils marchaient main dans la main dans le jardin où la guérison avait pris racine, ils savaient que ce n'était pas la fin de l'histoire. Ce n'était que le début d'une vie vécue librement, tendrement et véritablement ensemble. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Laissez également un commentaire et activez les notifications de publication.